6 mètres de pierre et de chaux, un mur que, semblait-il, même la nature elle-même n'aurait pu faire s'écrouler. Mais les Romains avançaient, non pas parce qu'ils le pouvaient, mais parce qu'ils ne reconnaissaient pas l'impossible. Sous le rugissement du vent et le mugissement des corps, des dizaines de machines s'approchaient de la forteresse, chacune comme la volonté incarnée de l'Empire. Quand le premier coup de baliste fit éclater le sommet de la tour, un sifflement traversa l'air, court, comme une inspiration avant la mort. Et t'es-tu déjà demandé quel son produit une pierre quand elle est déchirée par une force égale à l'impact d'un obus d'artillerie moderne? Polybe écrivait que, pendant le siège d'Amphipolis, les lanceurs romains perçaient des murs d'une épaisseur de 3 hauteurs d'hommes. Ce n'est pas une hyperbole. Les archéologues ont trouvé des traces de boulets de pierre pesant 80 kg, enfoncés dans la maçonnerie à une profondeur de près d'un demi-mètre. Ces machines, créées non pas pour la défense mais pour une destruction progressive, étaient appelées catapultes à torsion. À l'intérieur d'elles, des faisceaux de tendons torsadés de bœufs ou de chevaux étaient tendus. Une force élastique, accumulée dans les muscles des animaux, travaillait maintenant contre des êtres humains vivants. Le terme machine à torsion vient du latin torsio, torsion. Ce n'est pas un simple mécanisme, c'est un muscle transformé en arme. Quand son levier était libéré, l'énergie se libérait instantanément, projetant des pierres sur des centaines de mètres. Imagine ce moment. La chaleur de midi, la fumée de la poix, le lubrifiant sur les bras en bois de la machine, la corde tendue, le grondement du métal. La catapulte s'immobilise, comme si elle respirait, et puis l'impact. La terre tremble, poussière, pierre, débris, tout se mélange dans un nuage de mort grise. Une seule salve, et toute une section du mur se transforme en un tas de poussière. Un officier spécial commandait de telles machines, le préfet des forces d'ingénierie. Ses subordonnés, les balistaires, n'étaient pas de simples soldats, mais des maîtres de la précision. Leur travail était comparable à un jeu avec le destin. Une erreur de calcul, et le projectile ricoche, brisant leur propre fortification. Les Romains mesuraient les angles à l'aide de simples viseurs et de fils à plomb, et la distance jusqu'à la cible, par des pas, calibrés par des milliers de marches. Mais derrière chaque impact se cachait une autre force, la discipline. Sans elle, aucune catapulte n'aurait supporté les longs jours de siège. Les guerriers travaillaient sous le soleil, dormaient près des machines, réparaient les poutres fissurées, remplaçaient les tendons distendus. L'odeur de brûlé et de sang devenait pour eux l'odeur du travail. Les Romains ne se contentaient pas de détruire les murs, ils les étudiaient, comme des chirurgiens étudient le corps d'un patient. L'épaisseur, la composition du mortier, l'emplacement des tours, tout était pris en compte. Parfois, pour affaiblir la défense, les légats ordonnaient de creuser des sapes et de placer les machines sur des positions rapprochées, même sous les flèches ennemies. César écrivait que, pendant le siège d'Alésia, ces balistes opéraient presque à tir direct. Elles s'étaient approchées si près des fortifications gauloises. Mais qu'est-ce qui poussait ces hommes à s'avancer sous des blocs de pierre sans aucune chance de les esquiver? La réponse ne réside pas seulement dans leur loyauté envers l'Empire. Quelque part au cœur de chaque catapulte, le désir de l'homme de prouver que rien de ce qui est créé par les mains ne peut résister à la raison. Et tandis que la poussière tourbillonne encore au-dessus des murs, et que les ingénieurs romains déplacent hâtivement leurs machines, une nouvelle arme mûrit dans l'air, plus précise, plus destructrice, presque vivante dans sa fureur. C'est elle qui transformera le siège d'un métier en un art, et la forteresse en poussière. Les Romains savaient, la victoire lors d'un siège commençait bien avant le premier tir. Avant même l'approche des légions vers les murs ennemis, les ingénieurs, les fabricatores, recevaient l'ordre de construire les machines de siège directement en marche. Les légions se déplaçaient non seulement avec des armes, mais aussi avec des scieries, des forges et des chariots chargés de cordes et de crampons de bronze. Polybe écrivait que chaque armée transportait avec elle jusqu'à 300 chariots de matériaux. C'était une usine mobile, étendue sur de nombreux kilomètres. Quand la colonne s'approchait de la ville, les centurions mesuraient l'emplacement du camp. En premier lieu, un rempart et un fossé étaient érigés. Derrière eux, les tentes des ingénieurs. La nuit, on entendait le tintement des marteaux et le grincement des poulies. Des machines naissaient qui, 24 heures plus tard, commenceraient à briser les murs. C'est là que commençait un travail exigeant la même endurance qu'un combat. La plus puissante de ces armes, la baliste. C'était une installation d'arbalètes gigantesque, lançant des boulets de pierre et des carreaux de fer de la taille d'un homme. Ses bras, 2 taurons torsadés de tendons, étaient tendus à l'aide de treuils. Une seule traction, et le projectile s'envolait dans le ciel à une vitesse comparable à celle d'une balle. Des découvertes archéologiques à Carthage et à Massada montrent des traces d'impact de balistes, perçant des murs d'une épaisseur allant jusqu'à 6 mètres. Ce type d'arme était appelé Scorpio,
Scorpion. Le nom est précis, l'impact est rapide, mortel et précis. Lors de la tension, les leviers se courbaient, comme la queue d'un insecte prêt à piquer. De telles machines étaient utilisées non seulement pour la destruction des fortifications, mais aussi pour l'élimination ciblée des défenseurs sur les murs. Le carreau du Scorpio transperçait le bouclier, l'armure et le corps de part en part. Pour que ces mécanismes fonctionnent de manière coordonnée, les légats créaient des batteries entières. Chacune était composée de 10 à 15 machines alignées. Les commandants donnaient des signaux avec des drapeaux pour synchroniser les salves. Le grondement ressemblait à un tonnerre incessant, et les murs commençaient à trembler non seulement sous les coups, mais aussi de la peur de ceux qui se tenaient derrière eux. Mais tout cela exigeait du temps et de la précision. Un tour de trop sur le tendon torsadé, et la baliste perdait de sa puissance. Une seule cassure dans la poutre, et toute l'équipe périssait dans l'explosion de la machine. César mentionnait dans ses écrits comment, près d'Alésia, une équipe entière avait péri lorsque la torsion s'était rompue sous la charge. C'était une arme exigeant respect et soumission. Les ingénieurs romains, architectes de guerre, vérifiaient chaque détail. Les cordes étaient imprégnées de vinaigre et de graisse afin qu'elles ne se dessèchent pas sous le soleil. Le bois était bouilli dans l'huile, les éléments métalliques étaient trempés sur place à l'aide de forges portatives. Parfois, même les prisonniers étaient forcés de travailler aux enclumes, non par pitié, mais pour que les mains des ennemis construisent leur propre fin. Étonnamment, il y avait aussi un calcul froid. De telles machines coûtaient cher. Les historiens estiment qu'une baliste coûtait au trésor une somme équivalente à la solde annuelle d'une légion. Elles étaient préservées, transportées démontées, et après le siège, réparées et réutilisées. L'Empire ne pouvait pas se permettre de perdre des technologies, seulement de les multiplier. Mais les machines, ce n'est qu'une partie du tableau. La véritable force de Rome résidait dans la manière dont ces machines s'intégraient précisément au rythme de l'armée. Quand les balistes frappaient, l'infanterie avançait sous leur couverture. Quand les flèches perçaient la brèche, les archers répondaient par une salve. Chaque action, comme le battement de cœur d'un organisme unique. Et tandis que les tours de siège s'approchaient lentement des murs, sous le grondement des tambours et l'odeur de la poix brûlante, tout autour devenait l'arène d'une seule question. L'esprit humain pourra-t-il surpasser la pierre érigée contre lui? Les Romains connaissaient déjà la réponse, mais il leur restait à la prouver sur le champ, où chaque erreur se payait de sang. Le premier jour du siège commençait toujours par le silence. Avant l'aube, une odeur de goudron et de bois humide planait sur le camp. Les légionnaires en cuirasse de cuir tendaient les cordes, graissaient les vis, vérifiaient les butées. Quand le soleil toucha l'horizon, les trompettes annoncèrent le début, et le silence fut rompu. Le grondement dense des machines se répandait dans la plaine, comme si la terre elle-même commençait à parler la langue de la guerre. Les historiens écrivaient que, pendant le siège de Numance en 133 avant notre ère, les murs tremblaient sous des dizaines d'engins de jet. D'abord frappaient les balistes, puis les catapultes. En contraste avec leurs homologues à torsion, la catapulte ne lançait pas de pierres, mais des récipients en argile contenant un mélange incendiaire ou de lourdes flèches empeinées de bronze. Le terme même de catapulte provenait du grec kata, contre, et palein, lancer, une machine créée pour jeter la mort au visage de l'ennemi. Un des légionnaires, selon Appien, comparait ce son à un orage. Quand les catapultes tirent, le tonnerre leur répond de l'intérieur des murs. Chaque impact s'accompagnait d'une pluie de débris et des cris des défenseurs. Le vent charriait l'odeur de la poix brûlée et de la chaux. Les blocs de pierre, autrefois lisses et réguliers, se fissuraient maintenant comme une peau sèche. Les Romains utilisaient une tactique de pression continue. Les tirs se succédaient toutes les quelques minutes, changeant de direction afin que l'ennemi ne puisse pas renforcer les points faibles. Les catapultes étaient placées en angle, tirant en cloche. Les projectiles tombaient derrière les murs, détruisant les cours et les fortifications intérieures. Chaque tir, comme un coup de marteau sur les nerfs de l'ennemi. Le commandant de la ligne de siège, le légat Marcus Claudius Marcellus, selon Tite-Live, surveillait les tirs depuis une colline. Sa tâche, coordonner les machines, comme un chef d'orchestre. Quand la fumée enveloppait le champ, il donnait le signal d'ériger les tours. Ces colosses de bois, recouverts de peau et de feutre mouillé, avançaient lentement. À l'intérieur, les soldats montaient les échelles, portant boucliers et torches. Chaque tour de siège, c'est une forteresse mobile haute comme un immeuble de 5 étages, elle était protégée par des plaques métalliques et des pots imprégnés de vinaigre, pour repousser les flèches enflammées. De telles constructions étaient appelées testudo turris, la tour tortue. Le nom parlait de lui-même. Lentement, inéluctablement, elle s'approchait sous un déluge de flèches. Sur chaque tour se tenait une équipe de balistes, une petite troupe de 8 hommes. Un chargé, 2 tendaient, un visait, les autres entretenaient le mécanisme. Leurs visages étaient couverts de suie, leurs doigts poisseux de graisse, mais leurs yeux restaient froids. Pour eux, il n'y avait pas de mur, seulement la cible et le calcul. À chaque minute, l'attaque s'intensifiait.
Le sol devant la forteresse s'était transformé en une plateforme nivelée, jonchée de débris de pierre et de corps. Quand une partie du mur se fissura, les sapeurs s'approchèrent de la brèche avec des crocs et des pelles. Ils arrachaient les pierres de la maçonnerie, transformant la fissure en passage. Mais ce n'était que la première barrière. Derrière le mur extérieur se dressait souvent un second, plus haut et plus épais. Et alors les balistes recommençaient à tirer, changeant d'angle et de hauteur. Les impacts se confondaient en un rugissement continu. Le vent chassait la poussière, masquant le soleil. Il semblait que la nature elle-même résistait. Mais les machines continuaient de fonctionner, comme si elles se nourrissaient non pas de carburant, mais d'obstination. Ceux qui avaient survécu sous ces murs se souvenaient. Le bruit était tel que les soldats cessaient d'entendre les ordres. Ils s'orientaient par gestes, comme des muets. Et pourtant, la discipline ne s'effondrait pas. Parce que chaque légionnaire savait, devant eux ce n'était pas seulement un combat, mais une épreuve qui prouverait que l'homme est capable de soumettre même la pierre. Tandis que le mur craquait et s'écroulait, au fond du camp, les ingénieurs préparaient quelque chose de plus grand. Une arme capable de percer ce qui semblait imprenable, même pour les dieux. Quand les premières brèches furent percées, les Romains passèrent à la deuxième phase, l'assaut. C'était le moment où la discipline de fer se heurtait au chaos. Les machines de siège tiraient leur dernière salve, abattant les parties supérieures des murs pour dégager le chemin à l'infanterie. La poussière, la fumée et les pierres masquaient le soleil, et tout le champ devant la forteresse se transformait en une mer grise, où l'on n'entendait que les ordres des centurions et le grincement des cordes tendues à l'extrême. L'historien Diodore écrivait qu'à ce moment, les balistes lançaient des projectiles avec une telle vitesse qu'un homme n'avait pas le temps de les esquiver. Des boulets de pierre pesant 80 kg perçaient les murs, comme une lance transperce la chair. Mais les machines continuaient de fonctionner, même après que le mur se fût effondré. Maintenant, elles frappaient au cœur de la ville, détruisant les tours, les planchers, les escaliers. Ainsi, les Romains transformaient la défense de l'ennemi en son propre piège. En première ligne, des béliers de siège, couverts de toits mobiles, appelés vineae, avançaient. C'étaient d'énormes abris en bois sur roues, recouverts de peaux et de feutres humides, sous lesquels des dizaines de soldats balançaient une poutre massive à pente de fer, le caput bovis, la tête de bœuf. Un seul coup, et la maçonnerie de chaux tremblait. 10 coups, et des pierres s'envolaient des murs, comme des dents d'un vieux crâne. Quand le premier rayon de lumière apparut dans la brèche, la trompette annonça le signal impetum, l'assaut. Les guerriers se formaient sous l'étendard et avançaient, protégés par leurs boucliers. Leur formation dense, ressemblant à une carapace de tortue, était appelée testudo. Des pierres les frappaient d'en haut. Des liquides bouillants coulaient sur eux, mais les boucliers tenaient bon. Le bois, le métal, la chair et la volonté se confondaient en une seule masse. Du haut du mur détruit, les ennemis lançaient des lances, roulaient des tonneaux enflammés, criaient, mais les Romains avançaient pas à pas. Chaque coup de bélier rapprochait le moment où le mur s'effondrerait. Et voilà qu'il trembla, comme s'il avait exhalé un soupir, et s'écroula sous le fracas de milliers de voix. Tacite écrivait qu'en de tels moments, l'homme oubliait la peur. L'assaut se transformait en rituel, un pas, une inspiration, un coup. Tout le reste disparaissait. Même la mort proche n'effrayait pas, car chacun savait, derrière lui, l'Empire, devant, l'éternité. Quand la brèche fut définitivement prise, les tours de siège commencèrent à avancer. Leurs roues s'enfonçaient dans les débris, mais les treuils intérieurs levaient les ponts, reliant les tours au mur. Les légions grimpaient, et le combat se transformait en mêlée. Les pierres, les carreaux d'arbalète et le feu perdaient désormais leur signification, la force des bras entrait en jeu. Mais même ici, la technique ne reculait pas. Sur les tours, de petits scorpions étaient installés, de légers engins de jet tirant des carreaux sur les assaillants. C'était l'ancêtre de l'arme de sniper. Un tir et le défenseur tombait du mur. Les commandants utilisaient de telles machines pour nettoyer les zones avant l'avancée de leurs hommes. Pendant que le combat faisait rage, à l'arrière, les ingénieurs continuaient de travailler. Ils réparaient les machines endommagées directement sur place sous la protection de boucliers de cuir. Parfois, à partir des débris d'une baliste, ils en créaient 2. Plus petite, mais toujours mortelle. C'était là la philosophie de l'armée romaine. Ne rien jeter, tout transformer en instrument. Vers le soir, la fumée se dissipait. Des gémissements, le craquement des poutres en feu, la chute des pierres parvenaient des murs. Les Romains ne célébraient pas, ils fortifiaient leur position, déplaçaient les catapultes plus près, les préparant à une éventuelle contre-attaque. Et quand il semblait que tout était fini, l'odeur d'huile et de tendons brûlés s'éleva de nouveau dans l'air. Cela signifiait que les machines étaient préparées pour une nouvelle salve. Car pour Rome, l'assaut ne se terminait jamais au mur, la vraie bataille commençait toujours derrière. Au matin, une fumée grisâtre planait sur les ruines de la forteresse. Le silence n'était plus un signe de paix, il était la fatigue après la destruction.
Mais les Romains ne connaissaient pas le repos. Le siège ne se terminait pas avec la chute du mur. Il fallait maintenant transformer le chaos en ordre pour que la victoire ait un sens. Les légions occupaient les cours intérieures et les ingénieurs inspectaient les ruines, vérifiant quelles machines pouvaient être réparées, lesquelles démontées. Tout avait de la valeur, même les débris. Le métal était refondu, le bois séché, les tendons d'animaux étaient de nouveau assemblés en faisceaux serrés pour de nouvelles torsions. Polybe écrivait qu'après chaque victoire, les Romains effectuaient un inventaire des machines. Pour eux, la guerre n'était pas seulement un combat, mais aussi une production. Un préfet notait « Chaque carreau, c'est une monnaie de l'Empire ». C'est là que se manifestait l'essence de la pensée romaine, rationnelle, presque impitoyable. Et c'est là que résidait leur force. Ils ne se contentaient pas de détruire des villes, ils apprenaient de chaque coup de baliste. Les ingénieurs ennemis capturés devenaient une source de nouvelles idées. Les Romains n'hésitaient pas à emprunter catapultes grecques, tours carthaginoises, béliers de siège égyptiens. Tout était retravaillé, perfectionné et remis au combat. Les fouilles archéologiques à Numance et à Jérusalem montrent comment les constructions sont devenues progressivement plus compactes et plus précises. Les machines, autrefois capables de lancer uniquement des pierres, lançaient maintenant du feu. L'utilisation d'engins incendiaires fut documentée pour la première fois par César. Il écrivait qu'en Gaule, les guerriers lançaient des récipients de pois et de soufre enflammés qui, à l'impact, éclataient, propageant les flammes. Ce principe fut le précurseur du feu grégeois, une arme qui allait plus tard transformer les guerres navales. La technique de siège transcendait les époques. De l'art de la destruction, elle se transformait en science. Dans ces ruines fumantes, on pouvait sentir le souffle de l'avenir. La poussière n'était pas encore retombée et le travail battait déjà son plein dans le camp. Les légionnaires déplaçaient les restes de balistes, les maîtres traçaient de nouveaux plans sur le sable. Les marteaux résonnaient dans l'air, comme le cœur de l'Empire, continuant de battre au rythme de la mécanique. Car Rome ne combattait pas seulement avec des hommes, mais aussi avec la raison. Tacite écrivait que les ingénieurs romains traitaient la machine comme un général son armée. Chaque détail, un soldat. Chaque section de corde, une stratégie. La vie de milliers de personnes en dépendait. Dans les anciens traités, on trouve le terme ratio belli, la raison de la guerre. Il ne désignait pas seulement un calcul tactique, mais une philosophie où l'intelligence devait vaincre le chaos. Et c'est précisément ce qui distinguait les Romains de tous ceux qu'ils assiégeaient. Mais la destruction avait aussi son revers. Quand la forteresse tombait, ses habitants, épuisés et couverts de cendres, sortaient les mains levées. Les Romains laissaient rarement les murs debout, ils les détruisaient jusqu'aux fondations afin que personne ne puisse se relever contre l'Empire. Le feu rampait sur les toits de bois, les statues des dieux tombaient et la poussière soulevée par le siège se mêlait à la fumée des temples. C'est ainsi que naissait le silence, non pas la paix, mais le vide. Cependant, dans cette obscurité, une nouvelle ère de génie ingéniérique mûrissait également. Les mêmes principes qui brisaient les murs servirent plus tard à construire des aqueducs, des ponts et des arches. La force de torsion, qui lançait autrefois des pierres, fut utilisée dans les treuils de construction. La machine de siège romaine fut l'ancêtre non seulement de l'artillerie, mais de toute la mécanique des temps modernes. Même Léonard de Vinci, 1500 ans plus tard, dessinerait des balistes, répétant les principes établis par César et Vitruve. Et pourtant, plus Rome perfectionnait sa technique, plus elle en dépendait. L'Empire, bâti sur des mécanismes, ne remarqua pas qu'il était lui-même devenu une partie d'une immense machine, rigide, rationnelle, mais vulnérable. Quand les barbares arrivèrent, ils n'avaient pas de catapultes, mais ils possédaient une force contre laquelle le fer ne protège pas. Une foi désespérée qu'il est possible de tout détruire, même l'invincible. Et quand, au IVe siècle après le Christ, les derniers ingénieurs romains enregistraient les dimensions de leurs balistes, ils sentaient probablement déjà que leur temps touchait à sa fin. Mais les machines, qui avaient un jour appris à l'homme à briser la pierre, resteraient avec lui pour toujours. Car là où l'homme cherche un moyen de percer un mur, il devient inévitablement un peu romain. Et pourtant, la question posée au début reste ouverte. Qu'est-ce qui est plus fort ? L'esprit humain qui crée la destruction ou la volonté qui le pousse à continuer, même quand il n'y a que des ruines autour ? Tout ce qui restait du mur, c'était un tas de pierres et l'ombre de la poussière, retombant lentement sur le sol. Mais l'histoire des machines de siège romaines ne s'achevait pas sur les cendres. Au contraire, c'est précisément après chaque forteresse détruite que l'Empire devenait plus intelligent, plus précis, plus rationnel. Rome ne se contentait pas de conquérir, elle systématisait la notion même de guerre. Et là où d'autres voyaient le chaos, les Romains voyaient une régularité. Après le siège de Gergovie, où César subit une rare défaite, il ordonna de revoir tout le système de soutien d'ingénierie.
Les machines devinrent plus légères, leurs cadres plus mobiles, et les faisceaux de torsion étaient remplacés aux premiers signes d'usure. Vitruve, architecte et ingénieur, décrivait comment l'expérience des ingénieurs de combat se transformait en un ensemble de règles. La distance entre les axes de la baliste, les proportions des bras, l'angle de tir optimal. Chaque victoire et chaque défaite étaient enregistrées, comme une ligne dans le livre de la raison de l'Empire. La baliste devint non seulement une arme, elle devint un symbole de pouvoir. Sur les bas-reliefs de la colonne Trajane, on peut voir des artilleurs romains travaillant près des murs de la Dacie. Là, la précision, la justesse, une froide assurance. L'Empire transforma la destruction en un métier, la porta à la perfection, où même le chaos obéissait à la géométrie. Mais si l'on regarde plus profondément, au-delà des mécanismes, des formules et du cliquetis du métal, on peut voir quelque chose de plus grand. Les ingénieurs romains créèrent non seulement des armes, mais aussi un principe. Tout obstacle peut être calculé, toute pierre vaincue par la raison. C'est cette idée qui traversa les siècles, donnant naissance non seulement aux canons et aux catapultes, mais aussi aux ponts, aux télescopes, aux machines à vapeur. Tout commença avec ceux qui tentèrent de percer 6 mètres de pierre. Les découvertes archéologiques le confirment, après chaque campagne, les pièces des machines de siège étaient soigneusement conservées. Lors des fouilles de Massada, des fragments de balistes ont été retrouvés qui, près de 2000 ans plus tard, conservaient encore des traces de fixation en bronze. Cela signifie que chaque machine avait un passeport, sa propre histoire, elle voyageait avec les légions de province en province. Elle n'était pas simplement construite, elle vivait avec l'armée. Mais derrière cette mécanique géniale, se tenaient des hommes, ceux qui risquaient de tendre les cordes sous le feu, qui se tenaient sous les murs quand des blocs de pierre tombaient sur eux. Les soldats ingénieurs, dont les noms ne nous sont pas parvenus, furent les véritables héros de cette guerre contre la matière. Ils savaient quel son produisait un impact quand 80 kg de pierre s'écrasaient contre un mur. Ils savaient l'odeur d'une corde imprégnée de sang et de vinaigre. Ils savaient que la victoire, ce n'était pas une gloire retentissante, mais le grincement des poulies et l'odeur de brûlé. Une source ancienne écrit que les Romains considéraient le siège comme une opération chirurgicale. Médecins de guerre, ils découpaient les tissus des murs jusqu'à ce que la ville se rende. Tout ce qui ne pouvait être guéri était enlevé. Cette métaphore semble effrayamment précise. Car Rome soignait le monde par le feu et le fer, mais finit par être infectée par sa propre soif de contrôle. Quand l'Empire s'affaiblit, ses ennemis adoptèrent ce qui avait autrefois rendu Rome invincible. Les Byzantins créèrent de nouvelles versions de catapultes et de scorpions, et plus tard, des arbalètes et des trébuchets. Même au Moyen-Âge, 1000 ans après la chute de Rome, les ingénieurs mesuraient encore la force de tension et la longueur des bras selon les mêmes principes que Vitruve. Rome mourut, mais son âme mécanique continua de vivre dans chaque château, dans chaque pierre, abattue sous la pression de l'homme. En fin de compte, la question ne réside pas dans les machines, mais en nous. Car quand les Romains perçaient ces murs de 6 mètres, ils ne luttaient pas seulement contre la pierre, mais aussi contre les limites de l'imagination humaine. Ils prouvaient que la pensée peut devenir une arme, qu'une idée est capable de détruire des villes. Et en cela, leur grandeur et leur malédiction. Tacite écrivait « Tout ce que l'homme crée se retournera un jour contre lui ». Dans ces mots, le destin de l'Empire. Les machines qui avaient créé Rome devinrent le symbole de son orgueil. Elles enseignèrent à l'humanité à détruire, mais montrèrent aussi le prix de la raison sans mesure. Et quand les dernières balistes se turent, leur écho résonna longtemps dans les esprits, comme un rappel que même la perfection peut devenir une ruine. Mais malgré tout, quand on regarde les boulets de pierre trouvés lors des fouilles, ou les dessins de Vitruve, on ne ressent pas l'horreur, mais l'admiration. Parce que c'est le témoignage de la volonté humaine. Une volonté qui ne cède pas devant l'impossible. Et maintenant, sachant comment ces machines romaines brisaient des murs de 6 mètres d'épaisseur, il ne reste plus qu'à se demander « Quelle est ta muraille aujourd'hui ? Celle que tu considères impénétrable ?» Car tout ce qu'il faut pour la détruire, c'est la raison, la discipline et un pas en avant. Tout comme il y a 2 millénaires, quand, sous le grondement des balistes et le craquement de la pierre, les Romains prouvaient au monde entier que les limites n'existent que tant que quelqu'un ne décide pas de les briser,